Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Calmer le jeu et décourager les conversations clivantes, cela peut prêter à sourire, mais cette volonté constitue bien l'objectif de l'année de Facebook. Concrètement, les algorithmes du plus célèbre réseau social ne recommanderont plus à ses utilisateurs de rejoindre des groupes politiques ou militants. Et des moyens de réduire les contenus politiques sur les fils d'actualité sont à l'étude. La plateforme souhaite des interactions plus positives, mais aussi plus lucratives. La dernière campagne présidentielle américaine a été en effet marquée par un niveau d'invective sans précédent en politique. Et il semblerait que nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ne souhaiteraient pas ce type de contenu. Nous aurons la chance cette semaine de recevoir le député Yossi Taïeb ainsi que le conseiller municipal francophone à la mairie de Jérusalem, Rav Shmuel Marciano. Alors Yossi Taïeb, avez-vous pu justement être témoin à la Knesset ou durant votre parcours politique des fruits de l'implication des réseaux sociaux justement sur la politique israélienne? Il est clair, je crois qu'aujourd'hui, on voit que l'implication des réseaux sociaux sur le plan politique, mais je pense aussi d'une manière générale, ont remplacé les médias, je dirais, traditionnels qu'on a connus, que ce soit les journaux, la télé tout simplement, la radio. Les réseaux sociaux ont pris une place essentielle aujourd'hui au sein de la société d'une manière générale, mais aussi au sein de la politique. Et on voit justement que, d'ailleurs on le voit au sein des campagnes, une campagne après l'autre, on a maintenant, après 2 ans d'élections, une après l'autre, on se rend compte qu'en fait les partis politiques investissent de plus en plus dans les réseaux sociaux. Il est clair que je pense que la politique du Facebook a été un peu trop loin en ce qui concernait l'Amérique, mais il est clair qu'on a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux qui se permettent d'utiliser un langage qui n'est pas le langage sur lequel j'ai été élevé, ou que je pense tout le monde ici a été élevé. Il faut, je pense, amener dans les réseaux sociaux une nouvelle éducation, on peut appeler ça comme ça. Vous avez été témoin de quoi par exemple? On le voit sur tout le long de la ligne, des personnes qui attaquent un parti ou un autre, peu importe. Une personne politique ou sa façon de voir les choses, d'analyser les choses. On peut penser différemment, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une façon de le dire, une façon de l'écrire. Je pense que justement, ces personnes qui se cachent derrière des claviers, qui se permettent d'écrire des choses, des fois grossières, c'est quelque chose, une politique qu'il faut faire changer au sein des réseaux sociaux d'une manière générale, mais très particulièrement au sein de la vie politique, de la vie sociale en Israël. Il y a un vrai travail de fond à faire dessus. Et je pense que c'est là que Facebook et les réseaux sociaux ont essayé d'arriver. Vous avez eu un changement de campagne en campagne, par exemple? On voit de campagne en campagne des demandes ou des autorisations au sein des réseaux sociaux qui ne te permettent pas, par exemple, de publier des choses. Chaque chose est vérifiée. Il y a des choses où tu n'as pas la possibilité de publier, etc. Je pense que oui, il y a un vrai changement de la politique des réseaux sociaux. Je pense que dans un pays démocratique et dans une société démocratique, on a tout d'abord le devoir d'éduquer les personnes qui se trouvent derrière ces claviers. Il y a un travail à faire, je pense aussi au niveau de l'éducation. Dans le système éducatif, peut-être, mettre en place des cours autour de ça. Du plus jeune âge, pour expliquer que ce n'est pas parce que je me cache derrière un clavier que je peux me permettre de faire des choses. On a vu de choses graves qui sont arrivées au sein des adolescents qui ont été victimes de choses qui ont été écrites envers eux, qui ont amené dans plusieurs cas des fois au suicide. Je pense qu'il y a une vraie éducation, une remise en cause. Et peut-être Et les politiciens doivent être exemplaires dans ce domaine. Tout à fait, je pense qu'on a le devoir, nous en premier, que ce soit les politiciens ou les élus municipaux, de mener une campagne autour des réseaux sociaux, d'expliquer que quand je veux faire passer un message, je ne suis pas obligé de cracher sur l'autre ou cracher dans la soupe. Je peux tout simplement m'exprimer de la même manière dont je me serais exprimé, par exemple, dans un tableau sur un plateau de télé, je me serais expliqué différemment que des fois, certains politiciens se permettent d'écrire ou de dire des choses dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Alors justement, Rav Marciano, ne serait-ce que dans la municipalité, comme vous en faites partie à Jérusalem, comment justement utiliser les réseaux sociaux à bon escient?
Alors il faut savoir que d'abord la mairie de Jérusalem elle-même a une page Facebook. Le maire de Jérusalem, Moshe Léon, a une page Facebook. Et je pense que la majorité des conseillers municipaux, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est quelque chose qui est incontournable, si on veut toucher un maximum de personnes pour n'importe quelle information à partager, on a besoin d'utiliser cette page Facebook. Les gens ont accès malheureusement, mais dans un feu rouge, ils ont le temps de voir ils n'ont peut-être pas le temps de lire une page de le journal ou d'écouter la radio, mais ils ont le temps de voir un post sur Facebook, sur leur salon, quand ils sont dans le bus, quand ils sont dans la Rakevet Akala, dans le tramway. Donc aujourd'hui, c'est incontournable. On a besoin de ça pour faire passer les messages. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a besoin et que aujourd'hui c'est incontournable et que tout le monde utilise ça, qu'on a bien, comme il a très bien dit mon cher ami aussi, que tout est permis et qu'on a le droit de parler, qu'il faut venir présenter ce que nous on peut apporter pour les résidents de la ville ou pour les habitants de tout le pays, sans essayer de dire qu'est-ce que l'autre ne fait pas. Il y a beaucoup de gens, leur campagne, c'est justement qu'est-ce que l'autre il fait pas, mais ils ne présentent pas eux-mêmes leur même projet ou de quoi ils sont capables de faire. On passe au deuxième sujet. 21 200 nouveaux immigrants en Israël en 2020 contre 33 500 en 2019. La pandémie qui a touché le globe a provoqué une baisse notable du nombre d'Olim Hadashim. Une chute de près de 40% en un an en raison des restrictions sanitaires imposées. Alors que la Aliyah en provenance de Russie s'est effondrée, d'ailleurs majoritairement non juive selon le Bureau central des statistiques israéliens, il semblerait que celle d'origine française se soit maintenue avec l'arrivée depuis l'Hexagone d'environ 2500 personnes. Pour le directeur français de l'agence juive Ari Abitbol, la pandémie n'a pas fait baisser la motivation de la Aliyah, bien au contraire. Pour appuyer ses dires, le directeur fait état d'une augmentation 10 fois plus importante que l'année passée des demandes d'information, notamment des seniors et des jeunes. Alors Rav Marciano, comment expliquez-vous justement cette différence entre les juifs de France et les juifs d'autres pays? Est-ce que vous pensez que c'est idéologique ou c'est le fruit des conséquences des efforts de toutes les structures qui sont mises en œuvre pour eux ici en Israël et qui les rassurent? Alors bien évidemment que les deux raisons que vous avez mentionnées sont vraies. D'abord parce qu'on sait que le français est très sioniste. Le français aime la terre d'Israël. Et moi qui voyageais beaucoup avant la période du Corona, combien de fois on entendait des gens dire j'ai payé mon billet beaucoup plus cher avec El Al, alors qu'avec Air France ou avec Transavia j'aurais pu y avoir moins cher, mais je préfère, si je dois me donner de l'argent, je préfère donner les gens à mon État, à mon pays et non pas à un pays étranger. Donc oui, le français par définition il est sioniste, donc il aime sa terre et il cherche à venir à sa terre quand il y a une possibilité. Alors quand il y a la période du Covid, où beaucoup de personnes, je pense que on a mis aussi a eu des téléphones de gens qui nous ont appelés surtout dans la première vague, à la période des fêtes de Pessah, où les gens, quand ils se sont sentis qu'ils étaient coincés en France, qu'on ne pouvait pas voyager, ce sentiment-là de savoir qu'on est bloqué, ça les a rendus fous. Fous. Ils étaient prêts, si on leur disait il y a un avion qui maintenant tu lâches tout, il y a beaucoup de personnes qui auraient tout lâché qui seraient venues en Israël. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est encore un autre débat, mais c'est sûr que ça montre que c'est pour ça que même si l'Aliyah n'a pas pu être très grande, parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, d'avions, de vols, il n'y a pas eu assez de vols, etc. En tout cas, on le sait, et on a eu les chiffres, même à la mairie, de ceux qui ont ouvert des dossiers de Aliyah pour Jérusalem, les chiffres ont énormément augmenté. Je peux le dire aussi parce que comme je détiens le portefeuille de l'intégration de tous les Olim à Jérusalem, il y a eu beaucoup aussi de l'Amérique du Sud. La Russie, elle n'a pas eu, pas du tout, mais l'Amérique du Sud, le Mexique, le Brésil, etc., il y a eu plus de 150% de plus d'ouverture de dossiers à la Sornout, à l'agence juive, pour faire la Aliyah. Mais pas tout le monde va pouvoir monter, pas tout le monde, finalement, il y a des gens, c'est sur un coup de tête qu'ils décident, mais c'est sûr que l'Aliyah, à la fin du Covid, elle sera grande. Et pour répondre aussi à votre deuxième hypothèse, est-ce que les gens décident de venir, les Français plus que d'autres pays parce qu'il y a une structure, c'est sûr que ça a une influence. Combien de personnes que moi-même qui ont décidé de faire l'Aliyah à Jérusalem, donc une fois qu'ils ont ouvert le dossier à l'agence juive, ils savent qu'aujourd'hui il y a un représentant. Cette année on n'a pas pu, à défaut à cause du Covid, mais d'habitude on se déplace nous-mêmes au salon de l'Aliyah, on est là, on écoute les gens, on prend leurs coordonnées, on leur explique, ils peuvent prendre des rendez-vous personnels et donc ils savent qu'ils ont quelqu'un qui est là, qui les écoute, qui est
qui est là pour leur bien à eux. Et donc, on fait de tout en sorte pour qu'avant qu'ils fassent l'Aliyah, que les choses soient déjà claires. Parce que, comme je dis toujours, avant de faire l'Aliyah, je ne veux pas te pousser à faire l'Aliyah pour qu'après, tous les 2 jours, tu es à mon bureau parce que tu as un problème. On veut faire en sorte que ta Aliyah elle soit positive et que ce soit un succès, pas un échec, Ras Shalom. Donc, c'est sûr que le fait qu'aujourd'hui, on a un répondant, que ce soit dans plusieurs mairies en Israël, où il y a des représentants francophones au sein même officiellement de l'Israël, et depuis quelques mois, au Hachem, on a même eu le plaisir et le mérite d'avoir un député à la Knesset qui est au-dessus de nous tous, donc il est là pour nous aider à nous aussi. Donc c'est sûr que ça aussi, ça aide les gens à savoir que même si je vais en Israël, aujourd'hui on a un parti, on a des gens qui sont là, qui nous écoutent et qui nous aident. Alors Yossi Taïeb, justement, quels sont les axes d'amélioration pour favoriser justement l'immigration des Juifs de France? Il y a des nouveaux projets qui sont en route? Je vais essayer de toucher les points essentiels et à partir de là peut-être vous éclairer. On a tout d'abord une demande et un vrai suivi à avoir au sein de l'entourage social. C'est-à-dire qu'un Français qui arrive, on a l'habitude justement d'entendre ce Français qui vient qui dit non mais moi je veux pas d'école française, je ne veux pas de communauté française, je veux m'intégrer je veux faire partie de la société israélienne à part entière. Alors justement, vous dites que c'est nécessaire là? Alors je pense que tout d'abord on a l'obligation, nous en tant qu'élus municipaux ou à la Knesset, en tant que parti, qui appelle à la Aliyah, mais qui appelle aussi à une intégration, une Aliyah spirituelle et matérielle, de donner de vraies réponses, de créer une plateforme. C'est-à-dire que si je prends les points essentiels qui sont donc l'entourage social, l'éducation, l'activité professionnelle, la langue, ce sont des choses qui sont essentielles pour la réussite d'une Aliyah ici en Israël. Et quand je suis rentré à la Knesset il y a de ça 7 mois, la première chose que j'ai essayé de mettre en place, c'était un programme de Aliyah communautaire. On a connu beaucoup de programmes d'Aliyah, c'est l'Aliyah de groupe, de Shalom Var, que tout le monde connaît, ce qu'on appelle l'ADG, des programmes tout simplement de personnes qui sont venues en Israël, etc. J'ai voulu créer un programme qui va donner la possibilité à des communautés, rabbins de communauté, chefs de communauté, présidents de communauté, de monter avec une partie de leur communauté et d'être intégrés ici d'une manière totale, d'avoir un vrai panier de Klita supplémentaire au panier de Klita du ministère de l'Intégration. Donc ce pilot va commencer au départ dans la périphérie, donc les villes de la périphérie, Netivot, Nof HaGalil, Yerucham, etc. Pour pouvoir tout d'abord donner la possibilité à des Olim qui n'ont pas les moyens de venir habiter à Ashdod, Netanya, Jérusalem, qui ont des prix au niveau immobilier monstres, mais aussi au niveau de l'éducation des enfants, etc. Une vie qui coûte plus cher. Donner la possibilité à des personnes de monter en communauté dans des villes comme Netivot ou Nof HaGalil, une partie peut-être de Hadera, Harish peut-être. Rav Marciano, justement, est-ce que vous avez pu voir sur le terrain que les choses ont pu changer, ou justement le fait que nous avons eu un gouvernement de coalition, ça a mis beaucoup de freins à tous ces beaux projets? Alors bien évidemment qu'on ne peut pas dire qu'on a déjà eu énormément d'aide puisque la coalition a été très, très courte. Mais d'abord, dans la psychologie, de savoir même qu'au-dessus de nous, on a encore une force francophone à la Knesset, ça nous rassure. Je pense que mon bureau et celui de Yossi, on a déjà beaucoup travaillé ensemble, on s'envoie, on sait qu'il y a un, il peut mieux s'occuper, comme l'exemple de ce matin, il a reçu une Arnona de Jérusalem, donc il nous l'envoie nous, il sait que nous on pourra la régler plus facilement, et on a d'autres problèmes que nous on sait qu'à notre échelle municipale on ne peut pas les aider, mais qu'à l'échelle nationale, le bureau de Yossi peut nous aider, et Yossi nous aide, donc on s'envoie, mais c'est à petite échelle, c'est des cas. Des cas et des cas, mais c'est sûr que les projets comme Yossi a présenté, celui de l'Aliyah de groupe, etc., c'est quelque chose, bien que pour l'instant Jérusalem ne rentre pas dans la périphérie, mais même ça on va se battre, c'est mon devoir aussi de me battre pour que Jérusalem s'appelle, dans certains critères, s'appelle oui la périphérie, dans d'autres non, d'essayer de faire rentrer aussi pour qu'on puisse refaire ces Aliyot de groupe à Jérusalem pour les gens qui peuvent se permettre de s'installer à Jérusalem, mais qui gardent ce côté communautaire, arriver, comme il a très bien expliqué aussi, d'arriver, de rester en communauté, et justement avoir je le dis tout le temps, là où je suis interrogé et interviewé, je dis tout le temps, je suis responsable de la Aliyah,
à Jérusalem bien évidemment, de l'Aliyah et de la Klita. C'est-à-dire que je ne dois pas seulement aider les gens à venir en Israël et les laisser. Mon devoir, c'est aussi de les aider à s'intégrer. S'intégrer, c'est pas de rester dans une communauté que francophone, dans une école que francophone. Des fois, on a besoin de ça en tant que tremplin, parce que le changement, la différence de culture, etc., en Israël, c'est difficile, tout le monde sait que c'est difficile, mais il faut qu'après tôt ou tard, oui, intégrer la communauté israélienne et ne pas tout de suite, comme il a dit aussi, beaucoup de personnes tout de suite veulent rentrer, arriver en Israël, tout de suite, non, je veux rentrer dans la communauté israélienne. C'est très difficile, c'est presque infaisable. Donc on a besoin d'avoir ce tremplin-là. Donc Baruch Hashem, aujourd'hui à Jérusalem, c'est une grande ville, c'est la capitale, donc on a beaucoup de moyens, mais ça reste encore des petites aides qu'on peut apporter par rapport à celles qu'on peut recevoir. Très bien, je vous remercie, qu'Hachem vous bénisse, à la semaine prochaine. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.